chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actes, tu te perds. Piou, quel plaisir de se les lancer. Voilà. Les lance. Ah, ça fait du bien. On va parler de Pokémon. Forcément, en ce moment, il y a du Pokémon absolument partout. Kamel, on avait vu un très gros opening aussi. Là, c'est incroyable en ce moment. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Michou aussi récemment, là, qui a fait plus de 4 millions de vues, du world record. Il y en a dans tous les sens. Mais surtout, là, en ce moment, tout le monde a un intérêt pour Pokémon. Certains, peut-être que vous êtes allés dans le grenier demander. Moi, j'ai demandé à ma mère, est-ce que tu as les cartes Pokémon ou pas de quand j'étais petit? Tu les as gardées? On sait jamais. Il y a peut-être une dinguerie. Là, quand même, les ventes sur eBay, elles ont augmenté de plus de 500% par rapport à l'an dernier. Et sur eBay, tu trouves vraiment des dingueries. Il y a un mec qui vend en gros tous les boosters de la collection originale, première génération, bon, il les vend à 6 millions. Ah, bah, c'est bien. Je sais pas si ça va partir. Hein. Il y a moyen que ça parte, hein, parce à ce point que ça peut encore monter, tu vois. Ah ouais, mais les gens ils spéculent beaucoup sur ça. Mais c'est quand même un délire parce qu'en février dernier, là, il y a eu justement un Dracofeu qui a été vendu à prix d'or. Vous avez le prix ou pas? 500 000, non? Un tout petit peu moins, ouais. Enfin 500 000 $, 418 000 euros. Ce qui est juste monstrueux. Elle avait été vendue de base à 36 000 $ en décembre, donc soit 10 fois moins. Donc le mec, honnêtement, il a fait quand même une bonne occasion. Un bon petit coup. C'est un 10 PCA aussi. Ouais, c'est PSA 10. Qu'est-ce qui fait justement, parce que toi, Kamel, tu les chasses pas mal, qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi chère, la carte? Bah, en fait, c'est comme il a dit Ponce, c'est PSA 10, donc la note est parfaite. Ça veut dire que la c'est carte... l'entretien, là? Ouais, c'est ça. La carte, il y a l'entretien et il y a l'impression, tu vois, il faut que tout soit symétrique, tout parfait. Et si tout est parfait, elle est notée à 10. Et si elle est notée à 10, bah, le prix, il est au max. Et genre, par exemple, PSA 9, le prix peut descendre de 40 à 70%, tu vois. De ouf. Et en plus, ça fait bader parce que, tu sais, la carte que toi, tu vas trouver sublime, tu vas être en mode, elle est intacte, elle est nickel, ça va être neuf. Par les gens qui gèrent bien le truc. Il faut vraiment que ce soit plus que neuf, limite, pour 10. C'est millimétré, parce que là c'est un Dracofeu holographique ou... Oui, il est holographique. Ouais, c'est holographique, première édition, donc t'as plein de choses, tu vois. Et genre, le prix de base, par exemple, si t'en as une 1 sur 10, ça coûte combien? Genre la carte, elle est 1 sur 10, je crois que son état est vraiment à chier par contre. Ok, oui. Je crois. Tu l'achètes pas quoi. Ouais, il y a un souci, tu la laisses dans le grenier quoi. Mais c'est vrai que du coup, tout le monde s'y est intéressé et de plus en plus. Forcément, ce qui justifie le prix aussi, c'est en fonction de... Si c'est d'une collection qui n'a pas été réimprimée début des années 2000 ou autre. Comme je vous disais, le truc, ça a été acheté 36 000, revendu 420 000. Donc, il y en a, ils le voient limite comme un investissement un peu à la Bitcoin, quoi. Il y avait Logan Paul qui, depuis quelques temps, lui, s'était mis dessus. Il avait commencé les openings. On avait ici, dans Popcorn, il y avait Big Flo. Big Flo, il nous en parlait à quel point il était fan, il en rachetait, etc. Il y a déjà 1 an de ça. Récemment, comme je vous le disais, la Michou, où en gros, lui, il a fait un world record, c'est ça, où au lieu d'avoir 12 holographiques, il y en a eu 14. Il y en a eu 14, ouais. Ce qui est une chatte monstre, quoi. C'est ça, c'est un truc de fou. Je crois, en général, c'est entre 12, 13, 14, mais 14, c'est vraiment... En général, la norme, c'est 12. Ok. Et ça tourne entre 11 et 13, tu vois. Et 14, c'est que vraiment... Je crois que c'était même jamais vu, hein. C'était une première, il s'est mis très bien. Toi, Kamel, qui a déjà fait un opening où... on avait eu l'intro, enfin on avait eu la scénarisé, tu nous as régalé. T'as prévu une autre dinguerie ou pas? Pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux, mais pourquoi pas, parce que nous on adore ouvrir des packs. Alors, moi je kiffe ça, tu vois, genre ça me fume. Et en même temps, j'aimais bien Pokémon, du coup l'intérêt en plus vu que ça peut monter, etc. On s'est dit go, on avait ouvert 2 boosters avec un américain via Discord, etc. On avait tué le Dracofeu. Et là j'étais en mode wow, c'est pas fou. Je veux refaire ça, mais cette fois avec les 36 paquets. Et du coup, on avait acheté une boîte Rocket League. Team Rocket. Kamel est vraiment l'expert Pokémon. Pokémon, c'est dans... Voilà, les ennemis Rocket League, trop méchants. Non, mais ouais, il datait, hein. Et du coup, on a fait ça et c'est trop cool. J'aime trop ça. Ouais, t'as eu plein de cartes rares, etc. Mais c'est vrai que là, c'est la 25e année de Pokémon. C'est pour ça aussi, justement, qu'on en voit beaucoup de la franchise, puisque le jeu est sorti en 1996 au Japon. Et c'est la franchise la plus lucrative de l'histoire. Elle a passé la barre des 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires très récemment. Ça, en gros, c'est un graphe qui date de 2019 où ils étaient encore à 92 milliards. Et là, les 100 milliards ont été battus. Donc, du coup, devant Star Wars, devant Mickey, devant Hello Kitty. Hello Kitty, ça pèse, hein. Hello Kitty, ça rigole pas. Hein. Oui, Winnie aussi. Ça date en plus, ouais. Mais Pokémon, c'est hallucinant, tu vois. Par exemple, il y avait des sondages qui avaient été faits, notamment au Japon, où en gros, Pokémon, c'est le centre d'intérêt numéro 1 chez les Japonais de moins de 30 ans. Voilà. C'est la stat, c'est le centre d'intérêt numéro 1 devant la musique, devant Pokémon. Ça m'étonne pas. C'est un truc de fou. C'est un lien entre les plus jeunes et les plus vieux aussi, parce que les plus vieux, vu que ça date, tout le monde connaît Pokémon et tout le monde aime bien en fait.
J'ai jamais entendu quelqu'un, ouais, moi j'aime pas Pokémon. Je sais pas, c'est un truc de fou. Mais c'est fou que ça soit intergénérationnel à ce point, que les jeunes se remettent dedans, qu'ils soient à fond aussi, etc. Et que ça perdure. Tellement partout, les jeux, les mangas, les animés, quiconque se dit oh j'aime pas lire, tu peux le regarder à la télé. Oh j'aime pas la télé, tu peux y jouer en fait. Ouais, Il y a toujours un... C'est la plus grosse licence de pop culture ever. Ouais. All time. Et elle est pas si vieille. Quand tu vas dans des Pokémon Center au Japon, t'as plein de Japonais qui sont là avec leurs consoles, qui s'échangent des trucs et tout. C'est vraiment une bonne ambiance, quoi. Ouais, c'est en plus l'univers Pokémon est quand même très friendly, ça donne envie de participer, quoi. C'est ça. Ça te fait un peu sortir même du quotidien. Pour en revenir aux cartes, on le disait, donc du coup, chacune des cartes, elles sont notées de 1 à 10. Et en fait, il y a des tas d'entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui vont justement les noter. Et il faut savoir qu'il y a une des entreprises, là justement, qui est leader dans le domaine, qui a déclaré recevoir plus de 500 000 cartes par semaine où les gens envoient pour juste examen, être noté, quoi. Pour être noté, pour expertise. Donc il y a carrément là, une file d'attente de plus de 8 mois justement dans certaines boîtes. Donc ça commence à être un peu chaud. Ils ont carrément justement mis des bonus à l'embauche de $2 500 en mode voilà justement si vous avez une expertise, ramenez-vous. Donc si jamais il y a peut-être un filon, si jamais c'est peut-être le moment, si vous êtes passionné de Pokémon. Et c'est vrai que forcément avec ce que ça peut rapporter, l'appât du gain, etc. Il y a aussi tout ce qui est fake qui se multiplie de plus en plus. Là, récemment, c'est Carlito qui justement, il y avait son fils qui lui a ramené des cartes je crois que c'était un de ses potes qui lui avait filé et il s'est rendu compte donc du coup que c'était des fakes. Ça, clairement, il y en a de plus en plus. Mais c'est ouf de voir à quel point il y a. Et moi, vraiment, j'ai envoyé un SMS à ma mère et je me dis, tiens, déjà, ça va me faire rigoler de revoir tes cartes de l'époque. Et peut-être. Et peut-être, tu vois, mais sans avoir la dinguerie, rien que le petit truc. Mais du coup, toi, t'avais eu un Draco Holo ouais. Un Draco Feu. Ouais, j'avais T'en as fait quoi? Là, il est chez moi, là, il attend. Il est caché. Et il attend quoi? Une tu vas collectionner ou tu veux revendre? Non, en vrai, j'attends d'envoyer tout ça à PSA. Je sais que quand j'ai essayé, c'était bouché. Donc j'attends de voir, il est noté combien, etc. Je serais pas tranquille de l'envoyer par la poste. J'ai pas le choix. Putain, ouais. Amène-le. Amène-le à pied, franchement. Et du coup, non, il est chez moi, tranquille. Et je sais pas, on essaie de voir ce qu'on va faire avec les cartes qu'on a eues la dernière fois aussi. Ouais, un slot LEC. avec un carnet. le petit livret de cartes, mais c'est vrai que c'est fou et je trouve ça, j'avoue, plutôt cool parce que même ça répand la culture aussi Pokémon un peu pour tout le monde. Je sais pas moi, je sais pas vous, mais moi je regardais C'est pas sorcier étant petit. Est-ce que vous lisiez des magazines, tu sais, genre pour enfants vous aviez quoi au magazine? Tu parles de scientifique du coup? Ouais, scientifique. Science et Vie Junior. Ah, Science et Vie Junior. Moi j'ai cru que tu parlais de Picsou et tout. Donc Après j'allais dire, il y a des comme ça. Okapi, ça m'était bien aussi. Hein. Il y avait Okapi, Astrapi, J'aime lire. J'aime lire, c'était le feu. J'aime lire, ça me Image Doc et Science et Vie Junior. Science et Vie Junior, Masterclass. Les trucs d'infos un peu, vous aviez mon petit quotidien, vous ou pas? Non, t'avais pas à l'école, j'avais ça, c'était sympa, t'avais plein de petits journaux. Science et Vie Junior, forcément, ça, j'imagine que ça parle à beaucoup. Donc ça, c'est le magazine enfant-ado, mais il y avait aussi Science et Vie tout court. Oui, avec des sujets un peu plus sérieux, un peu plus poussés, etc. Je savais pas, le magazine, il a quand même été fondé en 1913. Oh la vache. Donc c'est quand même une énorme institution. Et là, donc depuis le début des années 2000, en gros, le magazine, il est passé entre les mains de plusieurs groupes de presse jusqu'en 2019, où ils ont été donc rachetés par une boîte qui s'appelle Reworld Media, qui ont en gros vraiment énormément de magazines dans 6 univers différents. Donc c'est genre auto, presse féminine, il y a maison, jardin, santé, bien-être. Et c'est vraiment genre un très très gros groupe. Et justement avec les sciences, où ils ont entre autres Science et Vie. Le truc, c'est que la nouvelle du rachat, ça a absolument horrifié les journalistes, journalistes scientifiques, passionnés, etc., qui essayent de faire du bon contenu. Ils sont empressés de faire savoir donc du coup leur désaccord à la direction, puisque la nouvelle équipe dirigeante, Reworld, ils étaient connus pour avoir ce côté un peu industriel où ça allait vendre. Voilà, ça doit vendre, c'est la publicité, on va dire, avant le vrai journalisme. Leur but, c'est de racheter le maximum de titres, faire des économies d'échelle, employer des personnes qui sont pas forcément les plus qualifiées ou les plus journalistes qui vont aller au bout de l'info. Ils appellent ça des managers de contenu. En gros, c'est plus des journalistes, c'est des managers de contenu qui vont faire des articles, qui vont reprendre. Et parfois, il peut y avoir aussi des petites coquilles. Donc forcément, ça paye niveau finance, mais niveau contenu, c'est un peu la sauce. Et donc, du coup, les journalistes, 3/4 des journalistes de Science et Vie ont juste décidé de démissionner pour se barrer justement en opposition. Wow. C'était il y a quelques mois, ça a vraiment fait énormément parler parce que c'était l'opposition. C'était donc le 30 mars 2021.
Donc c'était vraiment, ça a vraiment beaucoup fait parler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé eux de lancer leur propre magazine. Ça s'appelle Epsilon avec 2 O. Et le but, en gros, c'est d'avoir une revue d'actualité scientifique. Le premier cap des 5000 abonnés, ça y est, ça a été lancé. Là, le tweet justement de Pierre-Yves Boquet a fait plus de 30 000 likes. Ils ont lancé donc le financement participatif qui a été mis sur la plateforme Ulule. Le premier numéro, il va sortir en fin juin. Le but, c'est d'en sortir un par mois. On avait envie aussi de mettre un peu en lumière cette belle initiative où ils veulent garder. Moi, j'avoue que Science et Vie Junior, il y a plein de choses qui m'ont intéressé là-dedans, même quand t'es petit, etc. T'as quand même envie d'avoir des bonnes infos aussi, quoi, peut-être pour nos futurs enfants ou autres. Donc voilà, Epsilon s'est lancé. On mettra le lien du Ulule dans le chat et aussi en description. Sur YouTube parce que faut qu'ils réussissent. Je me demande du coup, Epsilon, c'est pour tout le monde, c'est pour les enfants. C'est vraiment pour remplacer Science et Vie Junior ou Science et Vie? Non, c'est Science et Vie tout court. Peut-être qu'après ils feront justement un dérivé, mais là c'est vrai qu'ils se sont juste barrés en mode c'est pas possible. On peut pas travailler comme ça, c'est mort, c'est pas ce qu'on a envie de faire. C'est pas notre métier, donc voilà. Donc force à eux. On espère que ça se passera bien. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à les soutenir, même sur les réseaux sociaux, etc. Parce que belle initiative de se barrer fin mars et déjà être en capacité de lancer fin juin la première édition. J'avoue. C'est la belle histoire de la semaine. C'est celle d'un jeune réfugié nigérian là qui a 10 ans. Et en seulement quelques années, c'est devenu le crack des échecs, ni plus ni moins. On aurait pu l'avoir en challenger, peut-être à terme. Il est né donc du coup à Abuja, donc au Nigeria. Il vit donc du coup avec ses parents et son frère Austin, sauf que dans la région, il y a le groupe terroriste Boko Haram qui sévit. Il n'a pas le choix que de quitter son pays. Il part donc du coup aux États-Unis, à New York plus précisément, où il justement bénéficie d'un asile politique. Il n'a pas le choix donc du coup de rester dans un refuge pour sans-abri, dans la mesure où juste ils sont absolument sans ressources. À cette époque, donc c'est Tani, il a 7 ans, et son frère donc Austin, il lui apprend donc les bases des échecs avec des pièces fabriquées grâce à de la pâte à modeler. Il adore ça. Truc de fou. Incroyable. Il adore ça. Il se dit vas-y, j'y vais, je me chauffe, je vais continuer dans un club d'échecs de la ville où du coup les frais d'inscription ils lui sont offerts en raison de ces conditions. Là, on est début 2018, le grind il commence. À 2018, donc du coup, son elo il est de 105. Au bout d'1 an de pratique, il a 7 ans, il est déjà à 1500. Wow. Le gamin est absolument monstrueux. C'est pas les lots de Sard 1005? C'est en plus, il le fume. Ouais, Tani, vraiment, il y a un clip qui tourne, c'est hardcore. Ah ouais. Non, mais après, c'est le vrai Elo. Et il y a du coup chess.com qui a un Elo à peu près représentatif. Mais oui, c'est c'est à peu près représentatif. C'est à peu près le niveau. Et en gros, donc du coup, il battait les membres du club qui payaient vraiment des fortunes en coach privé, etc. Il fumait absolument tout le monde. Il y a le New York Times qui a fait, donc ils ont dressé un portrait de lui. Il y a Bill Clinton qui allait le saluer. Garry Kasparov aussi, justement, qui lui aussi avait des parents issus de parents immigrés, qui l'ont félicité, qui l'ont soutenu. Ils ont lancé donc du coup aussi un GoFundMe. Ça a fait $250,000. Oh. Je me souviens parce que j'en avais parlé à l'époque d'Energy. On avait parlé de son histoire à ce moment-là. Et là, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Tani, donc du coup, 2 ans plus tard, il a franchi un nouveau palier. Ça y est, là, le 1er mai, il est devenu l'un des plus jeunes au monde à atteindre un elo de 2200. Donc de 2500, il est parti dans le grind à 2002 et il veut pas s'arrêter là. Tani, voilà, vous le voyez, il fume tout le monde. Tani est vraiment en killing spree. Il veut être le plus jeune Grand Master au monde. Il lui reste encore 2 ans, donc du coup, pour battre Sergei Karyakin, qui était devenu Grand Master à 12 ans et 7 mois. C'est du full crack. C'est une histoire insane. Hein. C'est combien d'élo Grandmaster? 2005, non? Alors c'est... Ou je dis n'importe. En gros, tu l'as en gagnant des titres. C'est-à-dire que tu dois avoir 4 authentifications ou certifications, je sais plus exactement. Et je crois que c'est un peu plus aussi 2005 ou 2007, je crois qu'il faut en plus. Et t'as 4 conditions nécessaires. Et là, il y a Paramount qui a donc acheté les droits de son histoire un film. pour pouvoir en faire un film. Donc peut-être qu'on ira au cinéma et le bête de film, ça sera Tani. On espère en tout cas qu'il sera Grandmaster. Tous les 2 ans, on le suivra petit à petit. Des news dans 2 ans. Mais j'ai revu le truc, je me suis dit attends, putain, ça me dit quelque chose. Et je suis allé revoir l'émission sur Énergie où j'étais en mode putain, il continue, Tani. J'ai trouvé ça juste beaucoup trop cool. Donc voilà, grosse force à lui en espérant qu'il réussisse, hein, ni plus ni moins, et que ça fasse un très beau film derrière. Voilà pour mes actus. Merci. Un peu de cartes Pokémon. Je me suis dit voilà que ça plairait et de la belle histoire dans tous les sens. Voilà.